Dans ce webinaire, aujourd'hui, on va faire quelque chose de très simple, c'est qu'on va vous vulgariser les API et on va faire en sorte qu'à la fin du webinaire, vous puissiez expliquer les API à n'importe qui. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous allez pouvoir utiliser les API et vous allez pouvoir les intégrer à vos différents workflows, à votre site internet, etc., etc. Et pour ça, du coup, on est avec Mathieu qui travaille chez Meta API et qui va vous expliquer en gros. Moi, je le comprends et je le vulgarise, et Mathieu, il rentre dans le détail et il vous montre l'arme de guerre qui est une API. Exactement. Du coup, par rapport à ce webinaire, on va donc se présenter rapidement avec Mathieu, comme ça vous allez savoir un petit peu qui on est et pourquoi on est entre guillemets légitime pour vous parler des API. Je vais vous présenter qu'est-ce qu'une API. On va aussi vous présenter un peu les API les plus connus. Vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup de choses que vous utilisez tous les jours qui sont en fait des API. On va vous montrer un exemple très simple d'une API qu'on peut utiliser en 3 minutes et qu'un enfant de 6 ans peut utiliser. Et ensuite, on va vous faire à la fois une présentation de l'outil Meta API en live par Mathieu et on va vous présenter nos meilleurs outils qui vous permettent d'utiliser les API. Vous allez voir, il y a plusieurs types d'outils. Il y a des outils qui vont aller chercher de l'information de l'API et l'utiliser dans une autre application. Pardon. Ou alors il y a des outils qui sont carrément des interfaces avec l'API pour pouvoir aller piocher des informations dedans. Je vous en dis pas plus, c'est sur la fin. Et à la fin, évidemment, il y a des surprises, faut rester jusqu'à la fin, tatati tatata, on connaît la chanson. Du coup, rapidement pour me présenter, donc moi je suis ingénieur des arts et métiers. Du coup, j'ai une formation technique, mais je déteste le code. Je préfère 1000 fois plus le no-code et en particulier l'automatisation. J'ai fait de la data analyse à Texas Tech, donc je travaille un peu en laboratoire, j'ai fait de la recherche, donc du coup je vois un peu comment ça marche quand il y a beaucoup de données et qu'il faut les faire parler. Et après, quand je suis rentré en France, j'ai fait de l'automatisation de processus dans un groupe qui s'appelle SIA Partner, et donc j'ai automatisé les process dans des grands groupes pendant plusieurs mois pour les accompagner et dire voilà, ok, aujourd'hui tu fais le process de telle manière, demain un, on va changer un petit peu les étapes, et deux, on va mettre en place des robots qui vont t'affranchir des tâches sans valeur ajoutée. Donc j'ai fait ça, je le faisais sur des logiciels qui n'étaient pas du tout sexy, comme SAP, Salesforce, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, j'en ai marre de le faire sur ces logiciels-là, c'est possible de le faire ailleurs, et du coup j'ai monté mon agence qui s'appelle My Name is Bond, et qui fait de l'automatisation de processus, mais sur Instagram, Twitter, LinkedIn, des réseaux sociaux qui m'intéressent un petit peu plus. Et donc là, j'ai monté cette agence l'année dernière avec Marion Carnero et Maxime Blondel. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans que ça marche. On est très content. On a 250 clients. On fait 40 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois sous forme d'abonnement. Donc c'est top. Et tout est codé en no-code. Et on utilise énormément évidemment d'API pour que ça puisse communiquer, toutes les applications puissent communiquer entre eux, qu'on puisse gérer nos clients de manière efficace, etc., etc. My Name is Bond, ça s'inscrit dans un projet qui est un startup studio que vous voyez un petit peu en bas à droite qui s'appelle The Secret Company, qui a pour but à la fois de créer des agences et en même temps de développer des startups. Globalement, on est 5 cofondateurs et moi j'ai rejoint le projet après avoir créé My Name is Bond et en tant que CTO et CFO. Donc j'ai un peu les trois casquettes en ce moment. Et la dernière casquette que j'ai, c'est sur celle par rapport à la formation de Panam Automatise. Donc en fait, j'ai mis en place ce qu'on appelle une formation et à la fois des templates pour vous aider à automatiser des actions et vous aider à trouver vos meilleurs outils en no-code. Et on en reparlera à la fin de la presse. Mathieu, je te laisse te présenter. Ouais, très rapidement, merci beaucoup. Donc Mathieu Raz, donc moi expert en API et donc maintenant CEO de Meta API. Pour faire rapidement en fait mon parcours, donc j'ai un master en informatique et système d'information, donc acquis chez Supinfo. Moi, mon premier boulot, ça a été d'être responsable R&D, donc chez Dubbing Brothers, peut-être que certains d'entre vous connaissent, puisque c'est une célèbre boîte de doublage, films, séries, etc. Et donc j'étais responsable R&D chez eux, où j'ai commencé justement à leur créer des outils et commencer justement à découvrir un peu la puissance de l'appli et ce qu'on pouvait faire pour interconnecter en fait plein d'outils et essayer de faire une sorte de résonance de tous les outils qu'on peut avoir
dans une boîte. Donc c'était extrêmement intéressant. Et à partir de là, moi je suis parti chez Cumulus, où on faisait du vidéo learning interactif. Donc j'ai toujours eu un peu cet attrait malgré moi en fait à la vidéo. Et en fait après, à partir de là, je voulais surtout pousser tout le côté startup. Qu'est-ce que c'est de travailler dans une petite boîte, dans une petite équipe, mettre les mains dans le produit directement, créer en fait faire du concret, ce que j'avais des fois un peu perdu avec The Big Brother. Et à partir de là, disons fin d'année 2019, je me suis dit c'est peut-être le moment de faire un switch et démarrer ma propre aventure. Et donc la boîte MetaAPI a été créée donc en juillet 2019. Et voilà, et on a réussi à lever des fonds en avril dernier, donc en seed pour démarrer, commencer à embaucher les premières personnes, etc. Et le but, la vision en fait qu'il y a derrière tout ça, c'est que l'API est vraiment le moyen par excellence de faire communiquer n'importe quel service, n'importe quelle application entre elles. Et c'est tellement standardisé, c'est tellement ouvert qu'en fait on peut quasiment faire tomber toutes les barrières qui existent entre tous ces systèmes-là. Et je trouve ça, dans le concept d'Internet, je trouve ça absolument fascinant. Et en termes de valeur, c'est vraiment ce qui me porte. Vous êtes combien là aujourd'hui, c'est MetaAPI? Donc chez MetaAPI, on a accueilli notre 8e personne lundi dernier. Donc voilà, on commence à avoir une belle taille, il commence à y avoir des belles synergies. Et voilà, et le but c'est de continuer à embaucher, notamment sur la partie dev. On en discutait avec certains des participants, notamment où c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de recruter en fait sur des personnes tech. Et je pense que c'est pour ça aussi que toutes les solutions no-code et low-code explosent absolument, puisque on n'a plus le temps d'attendre, Ouais. tout avance, on a besoin de faire, et en fait les gens se disent je vais faire moi-même, et voilà. Et du coup je te tends la perche pour la suite. C'est exactement ça, ouais. Ok, trop cool. Alors attends, je me remets sur la voilà. Ok, donc là on va passer sur la présentation vraiment des API, on va rentrer un petit peu dans le concret. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Mathieu me les transférera en live. Et de toute façon, à la fin du webinaire, on se garde 10-15 minutes pour échanger sur à la fois nos parcours ou sur des aspects techniques des API. Ok ? Allez, c'est parti, feu. Du coup, API, déjà, première chose, ça veut dire Application Programmable Interface. Donc ça, c'est pour la définition pure et dure. Globalement, ça veut un petit peu tout et rien dire. Et j'aimerais rentrer plus dans une image pour vous faire comprendre d'une manière plus vulgaire. Et ensuite, je vous montrerai un exemple. La meilleure image pour moi, c'est celle d'un barman. Je dis barman parce que si je dis serveur, vous allez le confondre avec le serveur informatique. Du coup, je prends l'image d'un barman. Imaginez que vous soyez dans un restaurant et que vous commandez un café. Vous allez commander un café auprès du barman. Le barman va aller au bar et il va revenir avec votre café. Donc, d'une requête verbale, je veux un café, vous allez obtenir un objet concret qui est le café. Et bien, une API, c'est le barman. C'est l'élément qui va venir faire le trait d'union entre votre requête, le bar et votre table. C'est aussi simple que ça. Concrètement, dans la technique, ça peut être beaucoup plus complexe parce que vous imaginez bien que, par exemple, si vous êtes à table et que vous dites au barman « Je veux la météo à New York demain à 16h30 ». Attendez, j'accepte les gens. « Je veux la météo de demain à New York à 16h30 ». Le barman va devoir aller au bar et il va devoir aller regarder dans énormément de données le résultat. Il va dire « Ok, ensoleillé avec un petit peu de pluie en fin de journée ». Et il va revenir vous voir et vous donner la météo. C'est aussi simple que ça les API. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Ce que je peux rajouter aussi à préciser, c'est que ce que fait aussi une barman, donc ce que fait le barman et ce que fait une API, c'est que le barman, on ne va avoir accès qu'à certaines choses à travers le barman. C'est-à-dire qu'on peut pas, par exemple, l'interpeller pour lui demander de nous ramener les 3 casseroles qui peuvent exister en cuisine ou sa machine à café qui existe derrière le bar. Il n'y a que lui qui a accès derrière le bar et on peut lui faire un certain nombre de requêtes, donc on peut lui faire un certain nombre de demandes, mais on ne peut pas non plus tout lui demander. Et ça, c'est très important
en fait, dans le concept d'API, notamment dans le concept de ce qu'on appelle d'une interface, c'est-à-dire on ne présente et on ne met à disposition qu'une partie de ce qu'on a derrière, et c'est interprété donc par le barman. Donc lui, en fait, il agit, il y a ce qu'on pourrait dire une couche métier, il y a son métier qui intervient, et lui voilà, va pas vous donner en fait en direct de l'eau chaude et des grains de café directement à votre table. Lui, il va le traiter, il va traiter tout ce qu'il a derrière son bar et vous le donner ensuite après pour que ça corresponde exactement à votre demande. Yes. Du coup, ici, je vais vous montrer un exemple très concret d'une API. Ça, c'est ce qu'on appelle un appel à un API. C'est-à-dire qu'il y a des informations dans l'API et on va aller récupérer une information. Et on va décortiquer ensemble l'URL. L'API en tant que telle, c'est l'API de la NASA. C'est-à-dire que la NASA prend une photo de l'espace tous les jours et il range dans un catalogue cette photo-là. Et donc, on a une photo par jour dans le catalogue de l'espace. Parfois, c'est des satellites, parfois, c'est des planètes, parfois, c'est des galaxies. Enfin, en vrai, c'est très, très beau. Et c'est très bien rangé. Donc là, vous voyez ici, on a en début... Vous voyez ma souris ? Ouais. Oui, c'est bon. Ok. Ici, sur la première partie de l'appel à l'API, vous voyez, on va avoir l'URL générale de l'API. C'est-à-dire qu'en fait, chaque API a un URL sur le web. C'est-à-dire qu'en fait, on vient aller taper dans un endroit d'Internet pour aller lui dire « Ok, je veux que tu viennes me chercher de l'information de là-bas ». En gros, c'est l'équivalent du bar. Ensuite, on a ici, on va lui donner des informations à l'API. C'est-à-dire que l'API va avoir besoin d'informations. Typiquement, je veux un café crème, eh bien, il faut lui dire que c'est un café et qu'en plus tu rajoutes du lait. Et donc là, c'est ici que ces informations-là viennent ensuite dans l'URL. On a donc le point d'interrogation pour lui dire attention, je vais te donner des valeurs à des variables. Donc on a date égale, donc là on était le 16 juin 2020, donc je veux que tu viennes me chercher la photo du 16 juin que tu as dans ton catalogue. Je veux que la photo soit en HD, donc HD égale true. Et mon API key, c'est la suivante. L'API key, c'est en gros la façon que vous renseignez l'API pour lui dire j'ai le droit d'avoir accès à cette API-là. Certaines API sont payantes, d'autres sont gratuites. Celle-là, c'est une API gratuite. C'est pour ça d'ailleurs que je vous montre ma clé d'API. Parce que sinon, si je vous montrais ma clé d'API et que c'était une API payante, tout le monde aurait pu l'utiliser. Et ça aurait été potentiellement gênant pour ma carte bleue. Mais là, globalement, c'est une API gratuite. Vous avez juste besoin de vous renseigner votre mail sur le site internet et on vous donne une clé. Qu'est-ce qu'il nous renvoie ? Il nous renvoie ce qu'on appelle un fichier JSON. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais globalement, il vient vous rapporter votre café. Et dans le fichier JSON, vous allez voir qu'en fait, il y a pas mal d'informations qu'on peut venir retirer. Typiquement, il nous donne donc toutes les informations. Donc là, vous voyez, ça commence avec des accolades ici, ça termine avec des accolades là. Et ensuite, toutes les informations sont tous les paramètres, on va dire, de l'API sont entre guillemets le nom du paramètre et ensuite sa valeur. Donc là, il nous dit qu'il a bien récupéré la date. Il nous dit l'explanation, donc en fait, c'est un long texte qui vient nous expliquer la photo. C'est une petite description, ouais. Voilà, une petite description qui rajoute. Donc là, vous voyez, tac, 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 qui raconte sa vie jusqu'à ici. Ok, fin des guillemets. Ensuite, ici, on a Media Type. Donc, en vrai, je vous ai dit photo, mais ça peut être des photos ou des vidéos. Donc là, en l'occurrence, c'est une vidéo. Service Version, donc ça, en gros, c'est la version de l'API. Ils sont en version 1. Title, donc là, c'est le title de la vidéo. Et ensuite, URL. Et là, on récupère l'URL de la vidéo qu'il y a sur YouTube. Donc, vous voyez, ça peut paraître un petit peu technique, machin. Et en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que si, après, derrière, il y a des choses pour formater le résultat de l'API. Mais en tout cas, ça, c'est ce qui nous renvoie de manière brute. Et vous pouvez faire le test directement dans votre navigateur en prenant cette URL, en l'envoyant, et vous allez atterrir sur une page web, qui est d'ailleurs ce screenshot-là, qui montre très simplement le résultat. Je vais vous montrer du coup, concrètement, comment est-ce qu'on peut utiliser... Attends, je regarde juste ce que j'ai après. Ouais, ok. Je vais vous montrer du coup concrètement comment ça se passe. Alors, moi, une fois que j'ai compris que cette API existait, je me suis dit, ok, c'est pas mal, mais j'aimerais bien l'utiliser, l'utiliser sans avoir à faire ces appels API. J'aimerais bien pouvoir l'envoyer à des personnes. Donc du coup, j'ai utilisé une application qui s'appelle Zapier.
On n'est pas là pour vous présenter toute l'application, mais globalement, vous allez voir que c'est très simple. Voilà. Et j'ai créé un workflow qui s'appelle NASA by Panam. Globalement, mon objectif, c'était de me dire, OK, l'API, elle existe. Maintenant, je veux créer une newsletter qui, tous les jours à 9h du matin, va envoyer à une liste d'emails de personnes qui se sont enregistrées la fameuse photo. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un trigger en lui disant, OK, tu vas déclencher ce robot tous les matins à 9h. L'action, tu vas lui dire, bah, viens me get cette API. Donc du coup, je vous montre un petit peu comment ça se passe. C'est exactement comme on l'a vu au-dessus. Je lui dis l'URL, c'est celui-là, donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Mon API key, donc ma variable, c'est celle-là. Je veux pas que tu me l'envoies en JSON, ça veut dire que je veux que tu me l'envoies avec les informations bien visuelles, on va dire. Et c'est tout. Il va donc récupérer tous les matins, il va lancer cette API-là tous les matins, il va récupérer l'information. Ici, il va ensuite traduire le texte. Parce que mon auditoire est français, donc ici, je vais aller utiliser l'API de traduction de Google et je vais lui dire, OK, mon texte à la base il est en anglais et c'est cette variable-là qui vient du coup de mon API et je veux en fait que tu me le traduises en anglais. Lui, il fait sa petite tambouille, hop, Google Translate, bam. Une fois qu'il a l'information, alors attendez, ouais, donc là je ne vais pas vous montrer, mais globalement, parce que là il y a tous les emails, mais une fois qu'il a donc récupéré cette information-là, je vais venir lui dire, OK, bah c'est simple, tu vas me faire un email avec comme objet le titre de l'API que j'ai récupéré. Comme message, tu viens me dire, hello, il y a une nouvelle photo qui vient d'arriver, et tu viens me mettre le texte traduit de la photo. Et en pièce jointe, tu viens, à partir de l'URL que j'ai récupéré dans mon API, tu viens me télécharger la photo et tu viens la mettre en pièce jointe. Ultra simple. Et globalement, ça permet, moi depuis, ça fait 1 an et demi que j'ai lancé ça. Vous voyez, juin 2020, donc j'avais pris un exemple, donc ça c'était l'un des premiers que j'avais fait. Ça fait 1 an et demi que tous les jours, il y a une 50aine de personnes qui reçoivent la photo de la NASA dans leurs emails. Vous avez des questions là-dessus? Il y a eu beaucoup d'informations d'un coup, mais j'essaie de vous le vulgariser. Ce qui est important de préciser, en effet, c'est que Zapier, derrière le concept d'application, en fait, derrière, ils ne font qu'utiliser des API, ils n'ont pas de connexion particulière ou privilégiée avec les différents fournisseurs. Ça ne passe qu'à travers des API. Et tout ça, en fait, toute leur puissance fait qu'ils masquent, en fait, derrière l'interface, ils simplifient, en fait, toutes les actions qu'on peut faire dessus. Ouais. Et du coup, comme l'a dit Mathieu, les API, c'est le moyen de prédilection pour pouvoir faire communiquer toutes les applications entre elles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le JSON, c'est le fichier dans lequel il y a les informations de l'API. Donc globalement, c'est votre café. Donc en fait, vous voyez par exemple, si on prend cet exemple-là, on va dire, tiens, on va prendre par exemple, imaginons, on commence de là. On va dire, tiens, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un message dans Slack. Ok, je vais le rajouter dans mon CRM commercial HubSpot. Et en plus, je vais rajouter une information dans mon Google Sheet pour dire que ce prospect-là m'a à la fois envoyé un message dans Slack et en même temps, il est aussi inscrit en HubSpot. Et puis, ça, c'est pour les équipes techniques, mais les équipes commerciales, elles sont sur Salesforce. Donc, si le prospect, il est tagué commercial et technique, va l'inscrire dans Salesforce. Ou, je sais pas, si c'est un prospect qu'on doit facturer, va mettre ses informations de facturation dans Salesforce pour générer une facture. Et après, va lui envoyer un mail en utilisant la suite Google à travers Gmail en disant c'est bon, ta facture est prête. Tout cet ensemble d'actions peut être fait simplement avec des API en donnant exactement les bons paramètres et le bon séquençage des actions. Et on peut le faire complètement avec des API. Tout à fait. J'en profite pour répondre à une question de Caroline qui a posé juste avant sur l'API de la NASA. Et donc, ce qui s'est passé, où elle demandait en fait si tu changeais à chaque fois l'URL chaque jour, puisqu'on a vu que avant, dans ton exemple, il y avait la date. Donc, en gros, est-ce que l'URL change à chaque fois ou pas? Alors non, moi j'ai plus touché à ce programme depuis 1 an et demi. Je change absolument rien tous les jours. Et c'est une bonne question et je me la suis posée en vous le présentant. Comment est-ce qu'il sait qu'on est pour aujourd'hui?
Alors, moi, je vais y répondre parce que je sais, j'ai la réponse. En fait, ce qui se passe, c'est que la manière dont la NASA a fait leur API, c'est que le paramètre de la date, en effet, on peut le mettre dans l'URL, mais si on ne le met pas, et donc ça, c'est écrit dans leur documentation, ils considèrent que la date qu'ils prennent, c'est la date du jour. Et donc, c'est pour ça que, Ok, ouais. toi, le paramètre, il n'a pas besoin d'être dans l'URL, parce que eux, de la manière dont ils l'ont conçu, ils se disent, si tu précises une date, eh ben, ils viennent aller chercher la photo à telle date, et si elle n'y est pas, ils considèrent en fait que tu veux la date du jour. Donc c'est pour ça Ok. que toi, Pierre, t'avais pas besoin de mettre la date dans l'URL. Mais sinon, en effet, il aurait fallu, tous les jours à chaque appel, générer la date du jour au bon format, et c'est certaines API, par exemple, le demandent, et une fois que cette date est générée, lui envoyer, générer la bonne URL et lui envoyer. Après, en natif dans Zapier, tu peux mettre un petit today, t'as des variables today ou now ou... Voilà, ouais, ouais, tout à fait. Et après, c'est des problématiques de formatage où, alors là, c'est bien, ils ont utilisé un format standard international qui est année, mois, jour, Ouais. mais dès que vous bottez avec certaines API ou certains services, notamment américains, on commence à avoir des choses de type mois, jour, année. Bon, voilà, des fois, ça peut être. Il y a des petits jeux de formatage à faire, des fois, entre les différents appels et entre les différentes API qu'on souhaite demander. Alors là, on a vu ici dans cet exemple-là, qui est un exemple très simple je vais chercher une information sur Internet. Mais les API, ça peut aller plus loin que ça. C'est-à-dire que on peut avoir d'autres types d'actions qui ne sont pas simplement viens me donner de l'information par rapport à ce que je t'ai demandé. On peut aussi faire ce qu'on appelle de la modification d'informations ou de la mise à jour d'informations. Et donc ça, c'est fait avec d'autres types d'actions d'API. Donc là, on a utilisé ce qu'on appelle les actions GET, mais il existe d'autres actions. Et là, je te donne la main, Mathieu, pour en parler plus en détail. Ouais, tout à fait. Donc en fait, quand on tape comme tu l'as fait, l'URL d'une API dans un navigateur, en fait, le navigateur, lui, techniquement, ce qu'il fait, c'est exactement ça. C'est un get. Et le get, donc c'est ce qu'on appelle enfin en tout cas dans le protocole, ça s'appelle un verbe. Donc ça veut dire, je viens juste uniquement récupérer la donnée. Donc il en existe plusieurs. Je ne vais pas tous vous les énoncer pour pas vous faire voilà quelque chose de trop compliqué. Il dit get, post, put, patch, delete, etc. Donc bon, ils sont assez parlants. Mais en effet, un qui est important, c'est ce qu'on appelle le post, et c'est ce que vous faites en fait quand vous envoyez notamment un formulaire. Souvent, ce qui se passe derrière, ce qu'on fait derrière l'API, c'est un post. Et un exemple que j'ai pris et que j'ai affiché juste en dessous, c'est pour vous montrer donc avec l'API de Pipedrive, donc qui est un CRM donc qui permet de gérer ses clients, ses leads, les transactions, etc. Et bien, j'ai pris deux actions différentes. Donc, get all lead, donc on voit bien que le verbe, c'est un get qui est fait, donc qui permet de récupérer en fait une liste de leads qu'on a. Mais si on veut rajouter un lead, à ce moment-là, il faut faire ce qu'on appelle un post. Donc, et souvent, l'API, l'API s'attend en fait en plus d'une URL, elle s'envoie à ce qu'on mette des données avec. Donc, par exemple, si on veut rajouter un deal, il y a de fortes chances pour Pipedrive, il attend typiquement un nom, un prénom, un email, peut-être une info sur la société, etc. Et donc tout ça, dans tous les cas, c'est la documentation de l'API, c'est la manière dont l'API a été construite, et c'est là où en fait vous verrez toutes ces informations. Et en effet, et avec ça, on a les deux choses les plus importantes qu'on peut faire avec une API, récupérer des données et envoyer des données, donc éthiques qui peuvent typiquement créer de la nouvelle donnée ou lancer des actions. On peut s'imaginer avoir, je ne sais pas moi, une API sur une machine à café où on lui envoie un post sur Make a Coffee, et puis du coup, à ce moment-là, ça déclencherait, par exemple, la création d'un café. Globalement, en fait, il faut que vous imaginiez que vous êtes dans une librairie avec des livres. Vous pouvez soit prendre un livre, le lire et le remettre à sa place, soit vous pouvez prendre un livre, déchirer une page et le remettre à sa place. Et dans ces cas-là, la page n'existera plus du tout pour le prochain qui viendra chercher le même livre. Ou vous pouvez prendre un livre et rajouter une ligne à la fin d'une page. Globalement, c'est un petit peu ces actions-là que ça vous permet de faire, tout en sachant que votre bibliothèque, c'est vraiment votre serveur, là où sont stockées toutes les données.
Je te laisse prendre la suite là-dessus. Ouais, pour montrer très rapidement et donc pour faire voilà, une petite démo et comment nous on fonctionne chez MetaBI où tu as montré tout à l'heure Zapier. Nous, ce qu'on fait de différent, c'est donc on crée chez nous ce qu'on appelle un spell, donc c'est l'équivalent en fait chez Zapier par exemple d'un zap. C'est là où en fait on va créer donc toute une automatisation. Et dans le principe, c'est de dire, nous, on a créé, en fait, on a fait un système communautaire donc, de ce qu'on appelle les open spells. Donc, en fait, c'est déjà des imbrications et des automatisations qui sont déjà faites, déjà créées. Et le but, c'est de dire, comme ça, on rend accessible, en fait, à beaucoup plus de personnes bah, toutes les actions et de l'automatisation. Et le but, c'est de dire, bah, on prend uniquement ce template-là, on le duplique sur son compte, on le paramètre, et une fois que tout est bien paramétré, et ben on peut l'utiliser comme on souhaite. Donc, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Ouais, alors attends, je vais me mettre sur le... Vas-y, je te regarde. Hop. Tac, super. Vous voyez bien? Yes, all good. Super. Donc ça, nous, c'est notre catalogue d'OpenSpell. Donc c'est là où en fait on a créé tout un tas de... On en a déjà une quinzaine et on continue en fait à en rajouter. Où en fait on a déjà automatisé donc pas mal de choses. Et un que je voulais vous montrer par exemple, c'était par exemple l'automatisation de Pennylane, donc qui est un outil de facturation, et pour envoyer en fait directement toutes ces informations à Zapier. Carlos, la différence qu'on a avec Zapier, je vais te la montrer en fait ça va être très visuel où vous allez voir, on n'est pas forcément au même niveau euh, d'interface et de technicité où en fait nous on peut aller beaucoup plus loin. Donc c'est pour ça, ne soyez pas effrayés. C'est le but justement de ces OpenCell, c'est que ça reste quand même très accessible et qu'il n'y ait que de la configuration à faire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai dupliqué dans mon compte et donc ce que je vais faire, c'est que je vais accéder au code pour le configurer. Et donc je vais retrouver en fait ici donc tous les connecteurs dont je vais avoir besoin, donc responsables de cette synchronisation. Et ici donc sur la droite, donc là on retrouve le code. En fait, nous la différence qu'on a par exemple avec Zapier, c'est que le code qu'il y a derrière, on vous le montre et on vous le rend accessible. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de le modifier. Nous, on a fait en sorte qu'il n'y ait en fait que de la configuration vraiment très superficielle à faire pour ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur mes connecteurs et je vais configurer donc l'authentification, donc exactement ce dont parlait Pierre tout à l'heure, donc la fameuse clé API à rajouter. Et donc là, moi, j'ai mon compte qui est déjà préconfiguré. Mais ce que demande, c'est comme ce que peut demander un Zapier ou d'autres API. Donc en fait, c'est la clé API ou les différents modes d'authentification qui sont nécessaires. Donc là, j'ai juste besoin de passer dessus pour qu'il se configure automatiquement. Donc je vais faire ça. Pareil pour Airtable. Alors là, j'ai plusieurs comptes. Donc je vais sélectionner donc à chaque fois le compte cible vers lequel je veux récupérer des données et donc y envoyer des données. Et donc là, j'avais mis ici un petit champ de configuration pour que j'ai simplement à configurer donc, la base Airtable et le nom de la table Airtable à les modifier. Donc elles sont affichées juste là. Donc j'avais créé une table toute propre qui s'appelle table 2. Hop, l'application ici, je vais la copier-coller, mais normalement, elle n'a pas bougé. Donc table 2. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le lancer. Et donc, ce que va faire ce spell, c'est qu'il va aller chercher chez Pennylane toutes mes factures et il va venir les insérer. Voilà, on le voit, ça s'allume en plus instantanément. Il va venir en fait les insérer directement dans Airtable. Et la petite spécificité que nous on a fait, c'est qu'on a fait tout un process de synchro dans le sens où on peut le relancer. Donc ça peut être par exemple un process qui vienne plusieurs fois par jour, on peut le relancer à l'infini et en fait il ne va pas redupliquer via le système d'identifiant. On va faire en sorte de ne pas redupliquer à chaque fois les factures pour pas générer et avoir en double. Et avoir quelque chose qu'on ait trop de duplicata ou des choses comme ça. Et donc l'intérêt
donc Carlos, c'est qu'on puisse, après, si on le souhaite, soit soi-même, si on a les compétences, soit le passer à une équipe technique, rentrer en détail dans le code et aller beaucoup plus loin sur la manière dont les factures sont synchronisées. Qu'est-ce qu'on a besoin de récupérer comme champ? Est-ce qu'on a besoin, par exemple, je ne sais pas, il y a sur une facture un identifiant produit. Cet identifiant produit, bah, on aimerait bien savoir sur une autre API ou sur un CRM bah, d'avoir le nom complet du produit. Et ben, on peut faire des mécanismes justement pour aller chercher via API ces informations-là, revenir les récupérer, etc., etc. Et donc là, on peut faire vraiment pas mal de choses. Donc voilà, je te rends la main, Pierre. Yes, top. Euh, du coup, alors, voilà un petit peu par rapport à vos différentes questions sur les différents outils. Globalement, si vous n'avez aucune compétence en code, c'est important, enfin, si vous n'avez aucune compétence en code, démarrez doucement avec un Zapier et Integroma. Pour moi, c'est un petit peu plus complexe quand même. Mais globalement, il faut que vous ayez une interface simple où en fait, Zapier va vous mâcher le travail et va vous dire, OK, moi j'ai besoin de cette information-là à cet endroit-là. J'ai besoin de cette information-là à cet endroit-là. Integroma est un peu plus complexe, il vous laisse un petit peu plus rechercher des informations à droite à gauche, donc c'est un petit peu l'étape d'après. Mais de toute façon, il faut comprendre quoi qu'il arrive, et ça marche un petit peu dans tout, c'est que dès que vous allez gagner en simplicité, vous allez perdre en possibilité de faire des choses. Là où, pour aller plus loin du coup, un Postman ou un Meta API, là pour le coup, ça va être plus complexe à prendre en main, parce que c'est vraiment des lignes de code. Mais eux ont fait l'effort de vous dire, voilà, le code, il est fait. C'est-à-dire que depuis 98, on met en place des codes, donc on a réutilisé des codes d'avant et on sait que le code, il faut le mettre de cette façon-là. Par contre, on a besoin de tes informations personnelles par rapport à dans quel Airtable tu veux mettre l'information, dans quelle table tu veux la mettre, etc. etc. Donc il y a quand même quelques paramètres qu'il faut que vous mettiez. Mais c'est vraiment des templates de code, ce qui n'existait pas avant. Avant, chacun apprenait le code et faisait son code de son côté. Là, il y a des templates, on n'a plus qu'à changer certaines briques et lancer le code pour qu'il puisse fonctionner avec son environnement, qui nécessite du coup aucune installation sur votre ordinateur, puisque tout ça, ça tourne dans un serveur, et donc c'est géré par les différentes solutions. Et ouais. Non, non, ce que je voulais préciser, et tu as parfaitement raison, et ça c'est quelque chose qui est en train de changer, c'est que ce soit chez notre solution, que ce soit chez Zapier ou Integromat ou quoi, maintenant l'outil principal de l'opérateur, entre guillemets, no-code, low-code, ben maintenant c'est un navigateur web. Et il n'y a plus besoin d'installer sur son poste tout un tas de logiciels, de préparer son ordi, quand on change d'ordi, mince, comment on fait, voilà, j'ai plus mon environnement, etc. Ben, en fait, ça maintenant, avec en tout cas le no-code, low-code et notre type de plateforme, en fait, ça n'existe plus. On a juste besoin d'un navigateur. Tout est toujours en ligne, tout s'exécute derrière donc sur du serveur dans le cloud nativement et on n'a plus besoin de gérer tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose voilà, qui a radicalement changé depuis. J'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça, mais d'il y a 5 ou 10 ans, quand on faisait du développement, ben, on était forcé, obligé d'avoir une certaine machine, d'installer tous ces outils avant de démarrer à travailler, etc. Maintenant, on a besoin d'un navigateur, de se loguer un compte et c'est terminé. Et on démarre immédiatement. Ouais. Et du coup, pour finir sur le dernier outil, Postman, c'est un outil qui va vous permettre en fait de visualiser beaucoup plus simplement l'API. C'est-à-dire que vous allez dire, voilà, moi je veux aller chercher des informations dans mon code sur telle API. Bah, Postman va vous dire, ok, passe-moi l'URL et je vais te dire à peu près comment sont organisées les données, quel est le call que tu dois faire à l'API pour aller chercher telle information. Voilà, c'est un petit peu pour, ça vous montre un petit peu l'ensemble de la bibliothèque pour que vous puissiez ensuite, dans votre code ou dans votre Zapier ou votre Integroma, vous allez pouvoir dire, ok, en fait, moi j'ai besoin de l'information qui est dans telle étagère, classée dans tel endroit sur la gauche, et dans tel livre, dans telle page, etc. etc. Et ça va vous permettre justement de ce qu'on expliquait avant, de faire les get, les posts, en fait de manipuler vraiment toute une API depuis un logiciel en plus qui a une interface qui est un peu plus qui est plus simple et plus accessible. On n'a pas besoin de rentrer encore une fois dans des lignes de code. Et je veux dire, même nous chez MetaPI où on en mange absolument toute la journée
et on a des outils, etc., ça nous arrive encore d'ouvrir un Postman pour juste un moment tester, faire une requête, voir comment une API réagit, voilà, pour être sûr de quelque chose avant d'aller plus loin. Donc c'est vraiment, dans la boîte à outils, c'est un outil fondamental. Après, ça reste quand même un outil, dans la tête de quelqu'un qui n'est pas du tout codeur, ça reste quand même un outil complexe. Hein. Oui, Pensez pas ça reste quand même que, un outil technique, ouais, tout à fait. c'est pas non plus hyper friendly à utiliser, mais en vrai, aujourd'hui avec YouTube, vous pouvez avoir des tutoriels assez complets sur l'utilisation de Postman. Il n'y a pas de souci. Et il y a de plus en plus aussi de documentation en ligne qui, qui donne des liens directement vers Postman. Pour en gros, je regarde la documentation d'une API et il y a un bouton ouvrir directement avec Postman et qui ouvre du coup toute l'API avec Postman et qui permet d'interagir avec elle en direct. Et ça, pour le coup, c'est hyper pratique aussi. Ah, je connaissais pas ça. Donc, Cool. ouais, donc ça, c'est vraiment très bien. Du Pour coup, répondre à ta question, ouais, pardon, ouais, juste on va passer à toutes vos questions là, justement, ouais, on a fini. Par rapport du coup à ça, donc je vous ai mis un petit code promo là, API avec le code promo API pour ceux qui souhaitent sur mon site internet bénéficier de formations ou de templates pour automatiser votre job avec plaisir. Et après, au-delà de ça, si vous voulez rejoindre une communauté de no-code, j'en ai mis une en place là où en fait on échange un petit peu par rapport à toutes les solutions qui existent sur le marché et surtout on échange sur les différents use cases parce qu'aujourd'hui on peut faire énormément de choses mais ce qu'il faut aujourd'hui vraiment mettre en avant c'est ok, on est capable de le faire, maintenant où est-ce que je vais vraiment gagner du temps et quels sont les use cases qui vont vous permettre de faire décoller votre entreprise ou vous faire gagner du temps dans votre temps perso. Donc si vous voulez rejoindre la communauté, pour l'instant c'est une communauté très réduite, donc on se parle tous les jours et ça échange beaucoup. Mais si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas. mm. Maintenant on va Et passer en à effet, nous toutes vos aussi, questions. ouais, tout à fait. Et nous aussi, chez MetaPI, en effet, on a mis en place un Discord que vous pouvez rejoindre aussi directement depuis notre site web. Et en effet, n'hésitez pas. C'est une communauté qui est en train de se construire, donc on est très accessible. Et voilà, si vous voulez discuter et rentrer un peu plus loin, nous en tout cas, ça nous passionne, toute l'équipe, ça nous passionne, donc avec grand plaisir. Allez c'est parti, on passe aux questions. Je vais stopper du coup le recording.